La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 13 juin 2024, je les titre et ce matin, la Fed se réapproprie la narration. Une trajectoire à peu près claire, des déclarations idoines aux attentes du marché et un paternalisme teinté d'optimisme, la Fed a l'air d'avoir réussi sa réunion de politique monétaire du mois de juin. Et à la fin, ce sont à nouveau les valeurs technologiques qui gagnent avec 3 dossiers dont le poids dépasse désormais 3000 milliards de dollars en bourse, Microsoft, Apple et Nvidia, on va en parler un petit peu après. Mais on va commencer par les places européennes qui ont mis fin à 3 jours de disette hier en s'offrant un solide rebond qui a fait disparaître une partie de la punition infligée aux actions par le rififi politique en France. Pour mémoire, le petit Jordan a été élu délégué loin devant ses autres camarades de classe. Vexé, Emmanuel a mis le feu à la salle de classe. Pendant ce temps, Eric avec des cheveux s'est disputé avec Jordan à cause de Marion. Et en même temps, Eric sans cheveux a déclaré sa flamme à Jordan, mais tous ses copains l'ont abandonné. Dans l'autre coin de la pièce, grâce à Emmanuel une fois de plus, Raphaël, François, Manon et les autres se reparlent et sont en train de monter un petit complot. La suite au prochain épisode. Pendant ce temps, le CAC 40 a donc repris 1%, le DAX allemand lui, il s'est même offert 1,4% de hausse en dépit quand même de la méforme de son gros contingent automobile. Il a été plombé par la confirmation des projets de surtaxe européenne sur l'importation de véhicules électriques chinois. Gros vendeurs de véhicules haut de gamme en Chine, les BMW, Mercedes et compagnie militaient pour la modération avec Pékin. Pour une fois, Berlin n'aura pas eu gain de cause sur ce dossier. Mais bon, l'intérêt des investisseurs était ailleurs hier, ils ont rugi de plaisir après l'annonce d'une inflation un peu moins vigoureuse que prévu aux États-Unis au mois de mai. Alors les financiers supputaient que l'annonce serait favorable, mais ils l'ont fêté dignement quand même. La probabilité d'une baisse de taux de la Fed dès le mois de septembre est passée de 52 à 72% entre avant et après la publication du chiffre à 14h30 hier. Toutefois, elle a reculé à 60% un petit peu plus tard quand la Fed est entrée en lice en annonçant qu'il n'y aura qu'une baisse de taux cette année. C'est le moment de faire un petit peu de psychologie de PMU, ma spécialité, en commençant par la conclusion, le marché a eu ce qu'il voulait, ce qui explique la hausse des actions et la baisse des rendements obligataires. Alors en gros, la Fed a confirmé que sa politique est restrictive et que le temps est probablement venu de commencer à l'assouplir. Elle a maintenant 6 mois d'ici la fin de l'année pour se décider quand. Pour autant, la projection médiane de la Banque centrale est passée de 3 baisses de taux en 2024, ça c'est ce qui était contenu dans le document prospectif trimestriel qui avait été publié en mars, à une seule baisse de taux actuellement, ça c'est ce qu'on a vu dans le document prospectif trimestriel du mois de juin qui a été publié lui hier soir. Alors dans l'absolu, c'est un changement considérable, mais les investisseurs avaient déjà intégré depuis des semaines que 3 baisses de taux était un scénario trop optimiste. En plus, la Fed est restée assez prudente sur l'évolution des taux dans son document tout en renforçant légèrement ses prévisions d'inflation. Du coup, ça aurait pu être une mauvaise nouvelle cette réunion de la veille. Mais ce qui a fait la différence, c'est un discours d'un Jérôme Powell plutôt colombe que faucon. Le chef de la volière a par exemple ouvert la voie à une seconde baisse de taux et a reconnu que la statistique de l'inflation publiée plus tôt dans la journée était porteuse d'espoir. Du reste, le graphique en point de la Fed, celui qui fournit la position de chacun des banquiers de l'institution, reflète bien l'éventail des possibilités. On a 4 membres qui ne prévoient aucune réduction de taux cette année, 7 qui prévoient une baisse de taux et 8 qui sont partisans de 2 baisses de taux. Wall Street a donc accueilli positivement la nouvelle, comme le montrent les gains du Nasdaq 100, plus 1,3%, et du S&P 500, plus 0,85%. Le Dow Jones, lui, eh bien, il est encore resté à quai, contrairement à ses 2 homologues, il s'est éloigné de ses records récemment. Et ça, c'est la faute à la méforme de ces poids lourds de la santé, de l'industrie et des services financiers que n'ont pas pu compenser les fortes progressions de Microsoft, Apple et Walmart sur un mois. Je vous rappelle que le Dow Jones est un indice assez étroit puisqu'il ne compte que 30 valeurs et qu'il varie en fonction du prix de ses actions. C'est un système assez archaïque. Les indices modernes évoluent eux en fonction des capitalisations boursières. Ailleurs dans le monde, les dirigeants du groupe des 7 seraient proches d'un accord pour fournir 50 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine en utilisant les fonds issus des saisies d'avoirs russes, le G7 qui se réunit en Italie cette semaine. Côté Asie-Pacifique, ça ne sourit toujours pas à Tokyo où les indices perdent du terrain pour la 3e séance consécutive. Les opérateurs s'inquiètent des annonces de la Banque du Japon qui rend une décision de politique monétaire vendredi matin, la BOJ qui pourrait notamment réduire son programme de rachat d'obligations et par conséquent réduire son soutien au marché. Du côté de la Chine continentale, on poursuit la décrue, mais Hong Kong essaye un petit rebond de 0,5% ce matin. Les marchés les plus prolifiques, ce sont la Corée du Sud et Taïwan qui gagnent 1,2%, bien aidés par la vigueur du Nasdaq qui donne des ailes au compartiment technologique. Les progressions sont plus mesurées du côté de l'Inde, plus 0,3%, et de l'Australie, plus 0,4%. Les indicateurs d'avance européens, eux, ils sont plutôt baissiers en préouverture.
Du côté de l'actu des sociétés en France, les producteurs de cognac sont très inquiets après que l'UE a imposé les droits de douane sur les véhicules électriques chinois dont j'ai parlé un petit peu avant. Rémi Cointreau, LVMH, Pernod Ricard et David et Campari sont concernés par le marché du cognac. Danone, DMC, Michelin et le Crédit Agricole Centre France se sont associés pour créer une plateforme industrielle de biotechnologie de pointe. Airbus s'inquiète elle aussi des tensions commerciales mondiales sur fond de conflit entre l'UE et la Chine. Et Technip Energies a remporté en groupement un beau contrat GNL aux Émirats Arabes Unis. Worldline réunit aujourd'hui ses actionnaires en assemblée générale dans un climat qui est assez tendu après plusieurs trimestres de déconvenus. Vision Group renforce son partenariat avec le portugais Sonae pour la digitalisation de magasins. Ipsos confirme ses objectifs annuels et attend du mieux aux États-Unis au second semestre. Pluxee a signé un accord pour l'acquisition de Cobee, un acteur digital espagnol innovant des avantages aux salariés. Viridien a signé un contrat pour la vente d'un système de surveillance et d'alerte des navires auprès d'ExxonMobil Guyana, et McPhee émet 30 millions d'euros d'Océane au profit d'EDF, Pulse Holding et de BPI France au prix de 22% de dilution pour les actionnaires existants. Eagle Football boucle la vente d'OL Valley Arena, Vente Unique annonce la réouverture du site marchand d'Habitat, Metabolic Explorer annonce la conversion de sa procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, Safe Orthopedics implante son premier dispositif Sycamore en Suisse et DroneVolt sera présent au salon Eurosatori. Du côté des publications de résultats, on a Inelec et Clarsen sur l'agenda. Hors de France, en Europe d'abord, Shell est le principal soumissionnaire pour les actifs GNL de Pavilion Energy selon les infos de Bloomberg. Leonardo s'intéresse désormais à Rheinmetall pour une alliance dans le domaine des chars d'assaut et Carlos Slim prend une participation de 3% dans BT Group. Par ailleurs, 2 nouveaux membres intègrent la direction du Swatch Group. Côté publication du jour, Alma et Wise. Sur le continent américain, Broadcom revoit à la hausse ses prévisions de vente annuelles et dévoile une division de ses actions. Le titre gagnait 15% hier soir hors séance. Apple repasse brièvement devant Microsoft en séance en matière de capitalisation, mais c'est bien Microsoft qui garde la première place à la clôture. Tesla mobilise pour valider la méga rémunération d'Elon Musk. Elon Musk qui a annoncé sur Twitter que son package de rémunération avait été validé. FedEx prévoit de supprimer jusqu'à 2000 emplois en Europe. La thérapie génique de Pfizer pour une maladie musculaire n'atteint pas l'objectif principal d'une étude de phase 3. Boeing a déclaré au ministère de la Justice des États-Unis qu'il n'a pas violé l'accord après le crash du 737 MAX, a appris Reuters, et Virgin Galactic va regrouper 20 actions anciennes en une nouvelle. Côté publication de résultats, on a Adobe aujourd'hui aux États-Unis. En Asie-Pacifique et ailleurs, Honda commencera à vendre des fourgonnettes électriques de petite taille en octobre. La fusion de Sigma Healthcare avec l'Australien Chemist Warehouse pour 5,9 milliards de dollars suscite des inquiétudes sur le plan réglementaire, et Qantas rachète les 49% qu'il ne détient pas dans Triple Deal pour 141 millions de dollars. Sony Pictures Entertainment achète la chaîne de cinéma Alamo Drafthouse Cinema, et Samsung Electronics propose un plan pour accélérer la livraison de ses puces d'IA. Voilà ce que l'on pouvait dire en préouverture de la séance du jeudi. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.